Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Criminologie dirigée, par Robert Cariot. La criminologie apparaît comme un champ pluri- et transdisciplinaire de connaissances, d'investigation, d'expertise et de traitement qui peine à être reconnu en France. Principalement mise en œuvre dans le domaine de la prévention, elle occupe également, au cas d'échec, une place prépondérante dans le procès pénal. Plus largement encore, la criminologie contribue à la restauration psychologique et sociale des protagonistes, dans l'endroit comme dans l'envers du crime. Dans de nombreux pays, la discipline fait l'objet d'enseignements, de recherches et d'applications à la mesure de la complexité du phénomène criminel qui la nourrit. Dans d'autres encore, la profession de criminologue s'inscrit en totale harmonie avec les métiers de la justice, de la médecine, de la psychologie et du social. La présente collection ambitionne de rassembler des ouvrages scientifiques et des travaux de terrain, appuyés tant sur les théories dominantes que sur les bonnes pratiques en agressologie ou victimologie, à l'intention de publics variés, étudiants, enseignants, chercheurs, magistrats, praticiens de toutes disciplines confrontés aux problématiques délinquantes, citoyens épris de justice. Derniers ouvrages parus. Serossi, homicide, les proches des victimes. Monsieur Herzog Evans, le juge de l'application des peines, Monsieur Jourdain de la désistance. Gimote Di Fallis dire, de la faute et du crime. Page V. Tournier, la naissance de la contrainte pénale. Gimote Di Fallis dire, du sens de la peine. Cétroté, le suivi des usagers involontaires. Y. Gérin, la clinique des agresseurs sexuels au défi du dispositif pénal. S. Charbonneau, Serossi, la médiation relationnelle. Traité de sciences criminelles. 2.1. R. Cariot, victimologie. De l'effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale. 4th édition 2012. 2.2. R. Cariot, Sylvie Ruiz-Vera, droit est des victimes. De l'oubli à la reconnaissance 2015. 4. R. Cariot, introduction aux sciences criminelles. Pour une approche globale et intégrée du phénomène criminel, 6th édition 2008. 8. R. Cariot, Serossi, justice restaurative. Principes et promesses, 3 édition 2020 en préparation. Controverse. CE la guerre, événement traumatique à la Martinique. Monsieur Herzog Evans, moderniser l'approbation française. Un défi à relever. F. Rognon Bédémier dire, punir, guérir, restaurer Idréan Rivette, des sentences et des peines. G. Arandel, pour une criminologie interculturelle. R. Cariot, la justice restaurative en France. Une utopie créatrice et rationnelle. 5. Également la collection Sciences criminelles. P. Mebanzoulou, la médiation pénale, nouvelle édition. Y. Sequeiro, la gouvernance nodale du réseau de sécurité locale. NY. Doumbia, le maintien de l'ordre en Côte d'Ivoire. La parole libérée, pour un Ségur des violences sexuelles, un enjeu de société en cours de publication. Série Champ pénitentiaire. P. Mebanzoulou, F. Dieu dire, administration pénitentiaire et justice. H. Edili Asma, sciences et pratiques pénitentiaires en France. 19 et XXE accent grave siècle. P. Mebanzoulou, P. Potier dire, santé et justice. S. Jacopin, J.M. Laral de dire, le droit aux visites des personnes incarcérées. R. Chazot, F. Violet dire, la souffrance en prison. Dédicace. À mon ami Quentin, mon frère d'armes. Remerciements. Tout d'abord, je tiens à remercier mes parents pour le soutien économique et moral qu'ils m'ont sans cesse donné, mais aussi pour m'avoir soutenu dans mes études. C'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai eu l'opportunité d'écrire ce livre. Ensuite, je souhaite remercier 2 autres personnes. La première, c'est ma petite amie, qui a non seulement embelli ma vie, mais qui a aussi constamment été une merveilleuse assistante, toujours disponible pour me relire ou me fournir des commentaires instructifs. La deuxième, c'est mon grand frère, qui a toujours été de bons conseils et qui a su m'orienter correctement quand j'en avais besoin. Après, je souhaite également saluer ma professeure d'anthropologie, Madame Pascale Jamoul, mon professeur de sociologie, Monsieur Jean-Émile Charlier, ainsi que mes professeurs d'épistémologie, à savoir messieurs Philippe Sieur, Benoît Canabus et Jean Deminck.
C'est notamment grâce à leur enseignement que j'ai toujours cherché à comprendre la réalité phénoménale de manière complexe. Puis je remercie mes amis proches, notamment Quentin, Alexander, Pauline, Maëlys, Yannick, Magali, Cédric et Anissa pour leur soutien et leur présence au quotidien. Enfin, je remercie respectivement Sidonie Messin et Robert Cariot. La première pour avoir cru en mon projet aux éditions L'Harmattan. Le second pour ses conseils avisés, et pour m'avoir proposé de publier mon ouvrage dans la collection Criminologie. Introduction. La science commence dès que le savoir, quel qu'il soit, est recherché pour lui-même. Émile Durkheim. Le vrai moyen de faire suggérer des réflexions à l'auditeur, c'est d'en faire. Le compte-rendu du 3e Congrès international d'anthropologie criminelle tenu en 1892 à Bruxelles démarrait par cette citation du philosophe français Denis Diderot. Toujours aussi pertinente à nos yeux, nous avons voulu la reprendre à notre compte pour notre enquête sur la criminologie. Mais pourquoi parler d'enquête ? Tout simplement parce que la criminologie est la première victime de son succès. En effet, elle apparaît comme une science constamment à la recherche de son identité. Sa définition changeant d'un auteur à l'autre, elle est fortement dépendante et tributaire des traditions de recherche et des cultures dans lesquelles elle se développe. Pour certains, elle est une science à part entière. Pour d'autres, elle est le nom pompeux donné à quelque chose qui n'existe pas, pour reprendre l'expression du politologue italien Giovanni Sartori concernant la démocratie. Il est vrai que ses multiples facettes, sociologiques, médicales, psychiques, juridiques, philosophiques, économiques mais aussi politiques, font sa force mais aussi sa faiblesse épistémologique. Elle ne possède pas de base paradigmatique réelle lui permettant de faire dialoguer l'ensemble des disciplines qui la composent, biologie, psychologie, sociologie, etc., et a fortiori ces deux aspects intrinsèques et antagonistes, à savoir le biologique et le social. Ce reproche d'un manque d'unité et d'un ancrage au sol fait qu'elle puisse être taxée de pseudo-science à cause de la misère épistémologique dans laquelle elle se trouve. Notre objectif consiste justement à faire sortir la criminologie de cette impasse, notamment en cherchant une solution lui permettant de faire dialoguer ces deux pôles opposés, le biologique et le social. Cependant, pour bien comprendre la situation, il sera nécessaire de nous plonger dans toute son histoire. C'est une condition sine qua non pour saisir correctement le contexte dans lequel elle se situe et les enjeux auxquels elle fait face depuis ses origines. C'est la raison pour laquelle le premier chapitre consistera à dresser un portrait de la science du crime. Nous rappellerons brièvement les prolégomènes concernant son objet d'étude, le crime. Après, nous présenterons la criminologie sous toutes ses nuances, dans le but de saisir la complexité de cette science. Corollairement, le second chapitre portera sur l'histoire de la science du crime. Nous aborderons les grandes traditions criminologiques afin de montrer leurs ressemblances et leurs divergences. Ce rappel historique, nécessaire à plus d'un titre, permettra de mettre en évidence les raisons pour lesquelles la criminologie continue d'être l'objet de débats académiques et épistémiques incessants. Le troisième chapitre traitera davantage de l'épistémologie de la criminologie. Nous présenterons d'abord le falsificationnisme, afin de montrer les liens que nous pouvons faire entre le modèle épistémologique des sciences expérimentales et la criminologie. Après, nous présenterons le modèle gnoséologique des sciences humaines et sociales pour établir sa correspondance avec le raisonnement criminologique. Nous finirons cette partie sur le mythe d'une criminologie unifiée, en focalisant notre analyse sur les luttes internes qui la déchirent. Le quatrième et dernier chapitre proposera une solution pour sortir la science du crime de sa misère épistémologique. Nous commencerons ce dernier par expliquer les bienfaits des controverses qui permettent à la science d'avancer, et la nécessité de dépasser la Babel criminologique et son soi-disant impossibilité multidisciplinaire. Toutefois, nous rappellerons succinctement ce que nous entendons par mono, pluri, multi, trans et interdisciplinarité, vu la confusion dans la littérature scientifique sur ces divers termes. Puis, nous traiterons de l'importance d'adopter une pensée complexe pour sortir la criminologie de son impasse épistémologique, en rappelant les divers principes de l'exercice d'une pensée complexe. Après, nous démontrerons la nécessité de recourir à l'anthropologie en tant que science de l'homme, dans ce débat. Enfin,
nous exposerons une solution paradigmatique permettant de donner un ancrage au sol à la criminologie, tout en liant ces deux pôles antagonistes, le social et le biologique, ses diverses facettes, psychologiques, sociologiques, économiques, biologiques, etc., et les différentes disciplines qui la composent, biologie, psychiatrie, psychologie, sociologie, pénologie, etc. 1. Le profilage de la criminologie. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien n'est donné. Tout est construit, Gaston Bachelard. 1. Prolégomène. Pour commencer le portrait de la criminologie, nous allons d'abord nous affranchir de toute prénotion, sociale, personnelle, etc., concernant son objet, le crime. Cela nous permettra de ne pas biaiser notre analyse par des construits subjectifs. Pour ce faire, nous allons mobiliser la première étape de toute analyse scientifique, à savoir la construction de l'objet. Celle-ci va nous permettre de passer du sens commun au sens scientifique. Ce passage peut paraître simple à première vue, mais ce n'est pas le cas. C'est l'un des moments les plus importants lors d'une recherche. Dans notre cas, la criminologie qui signifie littéralement l'étude du crime, la science du crime, ou discours sur le crime, n'est pas un terme mobilisé tous les jours par le sens commun. En revanche, son objet d'étude, le crime, lui, est omniprésent dans nos vies quotidiennes, que ce soit dans les médias, les familles, les cercles amicaux, à l'école, au travail ou au sport. De ce fait, tout le monde possède une vague idée du sujet, de sorte que ce terme semble assez trivial lorsqu'on l'utilise. Or, le sociologue français Pierre Bourdieu nous met justement en garde contre le sens commun. Quand il s'agit du monde social, les mots font les choses parce qu'ils font le consensus sur l'existence et le sens des choses, le sens commun, la doxa acceptée par tous comme allant de soi. En effet, qu'est-ce que le crime ? Si nous nous tournons vers un dictionnaire en ligne classique, ce terme possède 4 sens. Le premier renvoie à une infraction grave, que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante, opposée à contravention ou à délit. Le second fait référence à un assassinat ou à un meurtre. Le crime est synonyme dans ce cas d'homicide. Le troisième renvoie à une action blâmable. Le quatrième fait référence à l'ensemble des crimes et des criminels, le milieu du crime. À partir de ces 4 sens, nous voyons bien que ce terme est loin d'être une notion univoque. Il peut à la fois référer à une infraction, à un homicide, à une action blâmable et à la criminalité en général. C'est pourquoi il semble nécessaire de développer et d'éclaircir plus en détail ce concept, pourtant assez banal, à la fois complexe et ambigu. Une archéologie du crime. Étymologiquement, le mot crime vient du mot latin crimen qui signifiait à l'origine décision judiciaire. Toutefois, crimen est directement tiré du grec krimen voulant dire juger, choisir, séparer. Force est de constater que le crime ne renvoie donc pas à l'acte, l'action ou le comportement d'une personne, comme le sous-entend a priori cette notion. Au contraire, ce concept désigne plutôt l'acte de juger un individu dans un processus institutionnel de type judiciaire. Ainsi, ce terme fait référence à l'acte de juger ou d'étiqueter le comportement, plutôt qu'au comportement lui-même. Par conséquent, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le crime en soi n'existe pas. En effet, ce qui existe réellement, c'est la manière dont un groupe d'individus définit un crime. Ainsi, nous devons tenir compte de la relativité évidente de cette notion. Sa définition peut évoluer avec le temps, les traditions culturelles, de même que les normes sociales et juridiques en vigueur. Par exemple, l'homosexualité a été considérée comme un crime stricto sensu dans de nombreux pays dits démocratiques, Belgique, France, etc., jusqu'à la moitié du XXe siècle, alors qu'elle était perçue comme parfaitement normale durant l'Antiquité grecque. Actuellement, certains pays, comme la Russie, l'Iran ou la Turquie, la voient encore comme un crime à part entière. L'homosexualité peut donc être considérée comme un fait naturel parfaitement légal dans certaines ethnies humaines, ou comme un crime dans d'autres. En somme, tout dépend de la nature du regard que l'on pose sur elle, religieux, juridique, biologique, sociologique, etc. En outre, la relativité du crime ne s'arrête pas à cet élément. En effet, nous appelons crime tout acte puni,
rappelle le célèbre sociologue français Émile Durkheim 1858 à 1917 dans les règles de la méthode sociologique. Il est vrai que seuls les crimes identifiés et connus, des services de police, etc., peuvent être jugés de cette manière. C'est pourquoi les statistiques criminelles ne représentent pas la réalité sociale in extenso, mais seulement les crimes qui sont connus et comptabilisés par les statisticiens. Ainsi, ces construits mathématiques laissent dans l'ombre ce que l'on appelle de manière imagée le chiffre noir de la criminalité. Nonobstant, il est important de mettre en exergue que la relativité du crime a tout de même des limites, notamment éthiques. C'est pourquoi il faut se prémunir de tirer des conclusions hâtives, comme celle de réduire les crimes à de simples constructions sociales et subjectives, donc à des réalités non objectives. En effet, dans la quasi-majorité des sociétés humaines et de tout temps, le meurtre, le viol, le vol à main armée, les séquestrations, etc. ont toujours été réprouvés et ont fait l'objet d'un consensus sur leur caractère répréhensible. De plus, le crime est également une réalité substantielle qui est objectivement identifiable, malgré sa relativité normative évidente. Il est incontestable que ce phénomène social existe en dehors de la loi pénale. En effet, même si le droit saisit le crime en le transformant en construction juridique, dans le but de lutter contre ce dernier, cela n'implique pas corollairement que le crime se réduise à une construction sociale et juridique. C'est pourquoi les criminologues considèrent le crime à la fois comme un comportement, mais aussi comme une réalité substantielle. Un phénomène social nécessaire. Une des réactions les plus courantes à la criminalité est de la considérer comme un problème social nécessitant une solution. Or, d'un point de vue sociologique, le crime n'est en aucun cas un phénomène pathologique ou anormal pour la société. En effet, ce fait social est inhérent à toute communauté humaine. Il est même tout à fait normal. Aussi, loin d'être un problème social à proprement parler, il apparaît indispensable selon Émile Durkheim. Pour le sociologue français, il remplit 3 fonctions essentielles. 1. Tout d'abord, le crime sert de moyen de comparaison et de relativisation. Il permet aux individus de rendre certains actes tolérables. Sans les crimes, nous n'accepterions aucune dérogation aux normes et aucun changement sociétal ne serait possible. 2. Ensuite, le crime représente un moyen de tester la validité des normes et de s'assurer de leur cohérence vis-à-vis des valeurs et normes effectives défendues au fil du temps par la société. Ainsi, il permet d'éventuelles révisions. C'est le cas de l'homosexualité qui a été dépénalisée pendant la seconde moitié du XXe siècle, dans de nombreux pays démocratiques, Belgique, etc. 3. Enfin, ce phénomène permet aux membres du groupe de se sentir comme des citoyens respectueux de la loi par rapport aux criminels. Cela permet donc de renforcer les liens et l'intégration sociale. Un fait social total universel. Un fait social est toute manifestation de la vie sociale, c'est-à-dire qui concerne les individus dans leur rapport avec les groupes ou l'ensemble de la collectivité. Ce n'est donc pas un événement isolé ou ponctuel, mais bien une manifestation régulière dotée d'une certaine ampleur. Quant au fait social total, c'est une totalité dynamique dans laquelle s'expriment conjointement tous les aspects de la vie collective et psychique. Comme le rappellent si bien les criminologues français Alain Bauer et Christophe Soulez, le crime a toujours existé. Il est omniprésent dans toute société. Aucun individu n'échappe à ce dernier. Ainsi, même s'il n'a pas toujours été nommé de cette manière dans toutes les cultures ethniques, le phénomène criminel est un fait social total universel. Il est une manifestation qui exerce une certaine force sur les individus d'une manière régulière, et avec une certaine ampleur. De plus, tous les aspects de la vie sociale économique, politique, juridique, familiale, etc., et psychique, personnalité, affectivité, etc., s'expriment conjointement au travers de cette totalité dynamique. Criminalité, acte criminel et homme criminel. En criminologie, il est important de différencier la criminalité de l'acte criminel et de l'homme criminel. La première renvoie à l'ensemble des infractions commises en un lieu et en un temps donné. C'est un concept macrocriminologique puisqu'il se rapporte à des phénomènes de masse, à des mouvements sociaux, à des sommes et agrégats de conduites individuelles.
C'est également un concept qui ne pourrait exister sans les statistiques qui le mesurent. Quant à l'acte criminel, il renvoie plutôt au passage à l'acte. Ce dernier peut s'expliquer par des facteurs biologiques, pathologies neurologiques, etc., psychologiques, instabilité émotionnelle, etc., sociologiques, socialisation et imitation de comportements criminels, etc., et économiques, conditions socio-économiques précaires, etc. En outre, lorsque l'acte criminel mène à un meurtre, 3 figures peuvent l'expliquer. Tuer pour une identité, une condition pour advenir soi-même, tuer pour survivre, dans le but de continuer d'exister. Tuer par ivresse de la toute-puissance, faisant référence à l'hubris, à savoir cette démesure favorisant l'orgueil, la péléonixie, volonté de toujours vouloir plus et le désir d'emprise sur autrui. Enfin, l'homme criminel ou le délinquant est le premier objet d'étude de la science du crime. Comme nous le verrons dans le chapitre 2, les premières études de criminologie portaient majoritairement sur la figure de l'homme criminel. Néanmoins, lorsqu'on analyse un criminel, il est important de différencier sa personnalité renvoyant davantage à une approche psychologique de son identité, la façon dont la personne s'est identifiée durant sa socialisation à d'autres personnes et à des symboles, tous produits par un contexte social particulier. Somme toute, le criminel est à la fois un lieu de rencontre complexe entre des facteurs sociaux, psychiques et biologiques. Une taxonomie du crime. En criminologie, le crime se regroupe ordinairement en 4 grandes catégories. 1. Le crime primitif. Ce dernier relève d'un acte criminel non contrôlé, impulsif ou explosif. Il est généralement lié à un accès de colère ou à une accumulation de frustration. Ce type de crime fait écho à la figure tuée pour son identité. La dimension persécutive est présente dans tous les cas et institue un vécu d'oppression qui s'étend au monde extérieur en général, mais qui au moment de l'acte se resserre sur la future victime, laquelle est alors fantasmatiquement dotée par celui qui va la frapper, de l'extravagant pouvoir de résumer le monde extérieur, supprimant ainsi toute possibilité d'échappatoire. Aussi, une telle situation est bien celle de la passion où l'un est tout pour l'autre, ce qui permet, ainsi que l'a noté Freud, de devenir criminel sans remords. 2. Le crime utilitaire. C'est celui qui est accompli en vue de se libérer d'une situation dont le délit apparaît comme la seule issue. Pour être qualifié comme tel, la personne doit se retrouver dans une situation singulière et risquée. De fait, sa seule solution est donc de commettre un crime pour s'en sortir, voire pour survivre. 3. Le crime pseudo-justicier. Le mobile de ce dernier repose sur une forme de désintéressement immédiat. L'auteur veut essentiellement rendre justice, et il est souvent accompagné d'un sentiment de vengeance. Ce crime fait référence à la figure tuée pour exister. La potentialité criminelle est souvent déclenchée par le vécu d'un déni de justice, mais il y a au moins 2 manières de rétablir la justice bafouée, se faire justice ou être la justice. La seconde n'est bien sûr que la suite logique de la première, laquelle peut aussi exister sans ce complément. 4. Le crime organisé. Il repose sur une véritable volonté de commettre délibérément des actes criminels, essentiellement vicieux. Nous retrouvons dans cette catégorie des crimes agressifs comme des vols à main armée ou le racket, la fraude fiscale et aussi ce que le sociologue Edwin Hardin Sutherland, 1883-1950, a identifié comme étant la criminalité en col blanc. Cette dernière concerne surtout des personnes de statut social élevé qui, au cours de leurs activités professionnelles, commettaient des actes économiquement dommageables pour la société et en violation des lois. Il est à noter que le Jean Pinatel distinguait 2 types de criminalité organisée. La première se déroule dans le monde criminel, stricto sensu, mafia, économie souterraine. En revanche, la seconde opère en dehors du monde criminel, c'est-à-dire dans le secteur privé et public. Le second type renvoie, selon le criminologue français, à la criminalité à col blanc, white collar crime identifié par Edwin Sutherland. Dans tous les cas, le crime organisé est la forme de criminalité la plus onéreuse et la plus préjudiciable pour la société. D'ailleurs, la criminalité à col blanc des élites délinquantes est paradoxalement la plus socialement acceptable par les individus.
In fine, le crime organisé renvoie mutatis mutandis à la figure psychanalytique tuée par ivresse de la toute-puissance. Les sujets commettent des actes criminels afin d'assouvir leur péséléon xie, leur cupidité, leur avidité et leur désir d'emprise sur autrui. Rappel épistémologique. Il est important de mettre en exergue que cette typologie ne se veut pas être une copie conforme de la réalité. Chaque catégorie renvoie à un idéal type du crime. D'un point de vue épistémologique, un idéal type consiste en un instrument de pensée. Il n'est pas la réalité historique, ni surtout la réalité authentique. Il n'a d'autre signification que d'un concept limite, purement idéal, auquel on mesure la réalité pour clarifier son contenu empirique de certains de ses éléments importants et avec lequel on la compare. In fine, cette taxonomie est avant tout un tableau de pensée, une construction abstraite qui, sans être une copie de la réalité, offre un moyen de connaissance de la réalité. De cette façon, ce schéma de pensée cohérent qui tire le trait caricature d'une certaine façon le réel, mais permet de rendre compte de sa logique. Dans le réel, ces différents ordres se superposent, même s'il existe des dominantes ou des cas typiques, comme le rappelle bien la sociologue clinicienne Véronique Guienne. Les caractéristiques récurrentes de la personnalité criminelle. Décrire de manière exhaustive les différentes facettes de la personnalité criminelle semble un projet complexe qui n'a pas sa place dans ces prolégomènes. De plus, il existe plusieurs types de personnalités criminelles, de sorte qu'il semble assez difficile d'en distinguer tous les traits. Toutefois, le célèbre criminologue français Jean Pinatel a tenté de relever ce défi en dressant un modèle de la personnalité criminelle assez pertinent d'un point théorique et clinique. Vu que ce dernier semble toujours mobilisé et cité actuellement en criminologie, nous allons le présenter brièvement. Le modèle pinatelien met en évidence un noyau fait de 4 traits: l'égocentrisme, la labilité, l'agressivité et l'indifférence affective. Le premier est la tendance de tout rapporter à soi-même. Ce penchant a pour effet une absence d'inhibition et un non-respect des normes, de la part des individus égocentriques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.